Alors, on se retrouve pour une rencontre un peu inédite, puisqu'on est avec Chloé, qui a 15 ans, qui est en 4e secondaire et qui vient témoigner sur la situation actuelle, ce qu'elle vit. Donc déjà, merci d'être là. Je trouve ça Merci. vraiment superbe Mhm. et très courageux. On est aussi avec Frédéric, Frédéric Warregger, qui C'est est ça. pédopsychiatre. Alors, vous êtes un témoin privilégié des souffrances d'une partie de la population qu'on entend très peu Mhm. pour l'instant. Euh, Expliquez-nous un tout petit peu votre parcours et en quoi consiste votre travail. Alors, la pédopsychiatrie, c'est une branche de la médecine qui va s'intéresser, comme la psychiatrie, aux souffrances de l'âme, hein, donc les émotions, les grosses difficultés de comportement, d'adaptation, les difficultés relationnelles, euh, mais particulièrement pour les enfants et les adolescents. Mhm. Alors, j'ai eu un peu la chance dans mon parcours de travailler dans différents endroits. J'ai travaillé comme directeur d'un centre de santé mentale à Soigny. J'ai travaillé en hôpital. J'ai travaillé aussi dans des centres pour enfants autistes. Donc, voilà, ça m'a permis d'être un peu généraliste et j'ai opté plus pour l'aspect clinicien. Donc, je préfère voir les gens, essayer de les comprendre et de les aider. Et je ne suis pas quelqu'un qui fournit énormément d'articles et voilà, qui écrit énormément à ce niveau-là. Et du coup, maintenant, je travaille essentiellement en privé chez moi. Hein, et ça me permet à la fois de ne pas être dans des conflits d'intérêts, justement, donc, parce que beaucoup de personnes sont visitées par les firmes pharmaceutiques dans les hôpitaux. C'est pas mon cas, donc je n'aurai pas de propos détournés par ça. Et ça me permet d'être très libre aussi, libre de m'exprimer sans me faire censurer par une hiérarchie quelque part, puisque ça c'est malheureusement ce qui se passe un peu trop souvent en Belgique. Pas qu'en Belgique d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment une grande liberté et je tiens vraiment à cette notion de liberté aussi pour les jeunes. Hein. Parce que là, c'est un peu... on a à la fois la peur qui est omniprésente, hein, aussi bien à l'intérieur du jeune que dans son environnement. On a un ennui et un manque parfois de raison. On ne sait plus vraiment à quel sens se vouer, pourquoi se battre. L'enseignement est devenu flou. Et donc des raisons de déprimer aussi très fortes. Et donc je pense que les jeunes ont vraiment une, un rôle important ici d'être entendus. Et je suis content que Chloé soit là hein, pour pouvoir faire entendre au moins sa voix et peut-être des choses qui sont qui vont se retrouver chez les autres jeunes aussi. Hein. Ils vont Ouais, certainement se reconnaître, parce ouais, qu'ils vivent une situation quand même inédite. Confinement, masque en permanence, voilà. école en distanciel, selon les nouveaux mots de la novlangue, couvre-feu, interdiction d'être en groupe. Ouais. Avant de donner la parole à Chloé, comment ça se répercute sur votre pratique? Est-ce que vous avez vu une croissance des patients Alors oui, maintenant, je vois de plus en plus de jeunes, et notamment le décrochage scolaire qui est manifeste. La peur chez les plus petits provoque des troubles du sommeil, par exemple. Ça provoque... alors, il y a la dépression, est visible surtout chez les adolescents. Euh, le, on rencontre aussi un abus d'Internet, hein, avec Mhm. toutes les dérives de l'Internet possibles. On rencontre aussi des foyers de tension familiale importante. Hein. Les gens vivent l'un sur l'autre et quand ça va bien, c'est magnifique. Hein. Il ne faut pas se cacher. Il y a des bons côtés au confinement parfois pour les familles qui s'entendent bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, les tensions qui sont latentes et qui ne s'expriment pas tant que madame et monsieur partent au travail et l'enfant est, est à l'école, ben là, quand tout le monde est ensemble, ça explose. Et parfois, ça va très loin, ça peut aller Mhm. jusqu'à de la maltraitance. Donc,
On voit aussi chez les gens qui sont fragilisés, qui ont déjà un seuil de tolérance au stress limité, des personnes qui ont des états psychotiques et qui étaient stabilisées, ben, voilà, ça reflambe. Hein. Donc, quand je voyais les études, les lignes d'appel sont surchargées pour les jeunes. Il y a beaucoup de décrochage scolaire, beaucoup de phobies scolaires qui arrivent. On y reviendra, c'est déjà au fait, la ligne d'appel, c'est un peu un palliatif, c'est déjà trop tard. Voilà, c'est déjà... Mais je voulais venir aussi sur moi, il y a un truc qui m'étonne énormément, c'est la docilité. Je me demande ce que tu en penses, Chloé, la manière dont les jeunes acceptent toutes ces mesures. On voit parfois seuls en rue avec un masque. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment toi tu vis Ben, je pense que c'est vrai qu'il y a une grande docilité des jeunes parce qu'on est souvent dans la culpabilisation des jeunes. En fait, on les fait comprendre qu'ils ont des responsabilités à tenir et que c'est leur rôle de devoir préserver les personnes âgées. Et je suis complètement d'accord. Je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité. Mais il y a en fait, les choses, ce qui se passe, c'est que ça s'attarde trop, je pense. Enfin, pas trop, mais c'est juste qu'on n'a pas vraiment de données sur quand ça va s'arrêter. On peut pas faire ça indéfiniment parce que nous, on est en train de sacrifier beaucoup de temps et beaucoup de notre jeunesse aussi. On est en train de sacrifier notre propre vie, notre propre adolescence et notre enfance pour les plus petits aussi. Sur ça, et je pense que aussi c'est parce qu'il y a vraiment une question de peur, pas des peurs d'avoir le coronavirus, parce que je pense que les jeunes en général, ils ont pas vraiment peur de ça, mais plutôt la peur d'être jugés, la peur que les gens qu'on soit stigmatisés par le fait qu'on ne soit pas d'accord avec ça. La peur qu'on se fasse paraître pour irresponsable, la peur aussi, bon ça c'est autre chose, mais aussi la peur par exemple d'avoir des amendes et tout ça, mais bon après ça il y a aussi une grande pression par rapport à ça, et oui voilà, c'est vraiment la peur et la culpabilisation à mon avis La peur du jugement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce nouveau rôle presque de maintien sanitaire de notre société qu'on donne aux jeunes c'est exceptionnel, c'est énorme. Oui, et c'est terriblement injuste parce que on a fait porter une culpabilité indue avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le mental, évidemment, de se sentir coupable. Ici, j'ai un petit garçon de 6 ans qui avait des troubles du sommeil. On se demandait pourquoi il avait des troubles du sommeil. Et là, c'est un petit bonhomme qui avait une capacité à s'exprimer. Parce que bon, tous ne s'expriment pas comme lui. Et donc, on s'attend à voir des choses qui vont apparaître seulement dans quelques mois. Hein. Et il me dit, docteur, c'est vrai que si je mets pas mon masque, papy et mamie vont mourir. Alors, c'est scandaleux quand on entend ça. Hein. On sait qu'en plus, à cet âge-là, ils sont pas contaminants. Hein. Donc, avec la possibilité, disons-le quand même, que ses grands-parents puissent mourir de tout à fait autre chose. Bien sûr. Et qui portent ce poids de la culpabilité. Oui, ça sent le psy plus tard, ça. Un vécu très traumatisant. Bien sûr. La pensée magique est très forte à cet âge-là. Ouais. Donc, établir un lien de cause à effet entre le fait que un jour peut-être il n'a pas porté son masque et le fait que papy et mamie vont peut-être décéder, c'est terrible. Ça, c'est... Alors évidemment, on a un rôle essentiel quand on entend ça, c'est de rétablir un discours cohérent, mais quand on le fait, on se met en porte-à-faux par rapport au discours ambiant. Donc, si on dit à cet enfant, mais non, petit garçon, tu sais, tu n'es pas contaminant, et que à côté de ça, l'école ferme parce qu'il y a un cas positif, même pas symptomatique, chez un adulte, hein, ça arrive aussi fréquemment. Votre liberté thérapeutique, en quelque sorte, est mise à mal par un discours dominant politique qui est un peu totalitaire. Hein. On a sorti un article d'un psychologue clinicien qui parlait vraiment d'une dérive totalitaire. Et donc, en fin de compte, comment vous faites pour pouvoir parler à des jeunes comme Chloé pour lui dire ces mesures auxquelles tu obéis, en même temps, tu dois y obéir, mais en même temps, on entend qu'il faut pas y obéir parce que les effets collatéraux vont être bien pires, hein, ça on en parlera. Comment on fait dans la pratique thérapeutique pour tenir un discours à ces jeunes où on leur redonne une forme de liberté
Est-ce qu'il faut leur dire de désobéir? Je le fais, parfois, mais de façon très souple. C'est-à-dire que j'insiste beaucoup sur la liberté de penser, surtout. Et l'action, pour moi, elle doit rester relativement confortable. Inciter des jeunes à se placer dans l'inconfort total, dans le regard des autres qui va être jugeant, dans des amendes, c'est peut-être un peu lourd pour eux, mais arriver à penser que, bon, ok, on joue le jeu de porter de temps en temps un masque ou de faire comme si, c'est la question du comme si, pour éviter de faire des vagues, mais en soi, on n'intègre pas la notion ni de culpabilité, ni d'angoisse qui est véhiculée par les médias. Et, eh bien, c'est une position qui est peut-être difficile à adopter, mais je trouve que les jeunes sont assez souples et assez rapides, assez intelligents pour pouvoir adopter cet entre-deux là, cette capacité à se dire ok, on va faire ce que le gouvernement dit, mais bon, ils sont pas toujours très cohérents, et de notre côté, on continue à en penser ce qu'on en pense, et quand ça sera possible, à ce moment-là, s'il y a une action collective, on pourra y participer. Qu'est-ce que tu penses de ça, Chloé? Est-ce que tu arrives, toi, justement, à te dire, on m'oblige à faire certaines choses, mais néanmoins, je sais que je garde un libre arbitre, une forme de liberté, ou est-ce que quand même, malgré ça, ça te pèse? Moi, ça me pèse personnellement. Enfin, je ressens vraiment le fait que on nous oppresse au niveau de de notre liberté de penser aussi. Par exemple, une fois, on m'avait très bien fait comprendre, c'est par rapport à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques semaines. On m'a très bien fait comprendre qu'une fois, j'avais essayé de remettre en question, j'ai essayé de négocier avec un prof sur une règle que je trouvais assez bête parce que, en gros, dans les couloirs, on ne peut pas passer dans un certain sens. On doit faire tout le tour d'un bâtiment. Et du coup, ça veut dire que même si ma classe elle a 3 mètres derrière moi, non, je dois quand même faire tout le tour du bâtiment et perdre, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et du coup, arriver en retard. Et j'essaie de négocier, de dire oui, mais de toute manière, là, il y a personne, donc ça sert à rien si je passe pas par là. Ils disent oui, mais c'est la règle. Et à chaque fois, ils reviennent sur le fait que c'est la règle et ils ne donnent pas plus d'informations. Pour eux, c'est un principe, on ne veut pas le remettre en question. Et je dis oui, mais votre règle, elle est absurde. Je suis désolée, monsieur, mais votre règle, elle est absurde parce qu'il n'y a personne. Donc, je ne vois pas qui est-ce que je prends le risque de contaminer de toute manière. Et à un moment donné, faut savoir être un peu cohérent. Et après, il m'avait dit, ce surveillant, oui, mais ça, de toute manière, c'est pas moi qui fais les règles. Va en parler avec la direction, si t'as un problème avec ça, mais il a d'une manière, de toute façon, je comprends très bien que nous, de toute manière, on va pas pouvoir faire changer les choses. C'est pas moi, la petite adolescente que je suis, qui va pouvoir faire changer les choses en essayant de parler à la direction. Et à mon avis, peu importe le nombre de personnes à l'école, peu importe le nombre d'élèves qui vont aller essayer de demander à la direction, mais on pourra rien faire parce que ça reste quand même le cadre d'une école et c'est une école parmi tant d'autres et c'est pas nous qui pouvons choisir. Et oui, c'est un gros problème parce que c'est un peu pas un régime totalitaire, mais au niveau de l'école, on voit vraiment qu'on n'a pas du tout notre mot à dire et qu'on n'a pas du tout la liberté de revendiquer nos droits en tant qu'élève, dans notre propre école. Et tu sens que c'est beaucoup moins qu'avant? Tu sens que tu peux beaucoup moins discuter les règles? Non, mais les règles, on ne peut pas en discuter de manière générale, que ce soit au Covid ou que ce soit par rapport à d'autres choses. Les règles, on peut pas les remettre en question. Et moi, j'ai vraiment un gros problème avec, le système d'éducation actuel avec l'école. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, que ce soit par rapport aux règles de Covid ou d'autres choses. Il y a vraiment, on ne laisse pas les étudiants s'exprimer, on ne laisse pas les étudiants revendiquer leurs droits, et c'est vraiment un gros problème. Oui. C'est très bien que tu indiques que c'était aussi avant la période Covid, parce que c'est pas nouveau, l'enseignement est loin d'être parfait. Mais on dirait maintenant que les règles, elles sont vraiment transcendantes. C'est Dieu qui a dit que. Et quand on parle à quelqu'un, la plupart du temps, c'est comme ça. Référez-vous à quelqu'un d'autre, on sait pas qui, mais il faut respecter les règles. Les jeunes se sont perdus un peu là-dedans. Tout à fait. Et bon, je pense que
Pour les adultes, c'est difficile de sortir d'une position dogmatique parce que le dogme apparaît, comme dans les religions, à partir du moment où on n'a pas un fondement. Hein. Ici, on se rend bien compte que les fondements, les études scientifiques semblent quand même prouver, enfin que justement, ne pas prouver que le masque apporte vraiment des grosses améliorations. On voit des pays où on ne le met pas, ou pas systématiquement, et les courbes épidémiologiques sont pas fortement différentes. Donc, il y a vraiment... et puis, le masque partout, pour tout le monde, tout le temps, c'est non seulement pas tenable, mais c'est pas... On sent qu'il y a un défaut de cohérence et de logique. Ouais, et puis il y a des effets secondaires au masque dont on ne parle pas. Effectivement. Il y a beaucoup d'enfants qui se plaignent de maux de tête, de difficultés de concentration. Certains s'évanouissent même. Il y a eu des classes où il y a eu des évanouissements. Certains enfants qui étaient asymptomatiques d'asthme auparavant ont eu des troubles asthmatiformes. Donc, sans parler des angines qui sont un peu plus fréquentes aussi, parce que il y a comme un bouillon de culture constamment en face du nez. Donc, il y a effectivement une nocivité, et si on pense le masque, et j'aime bien l'analyse de Louis Fouché, si on pense le masque comme étant un processus thérapeutique, il faut vraiment toujours analyser la balance bénéfice-risque. C'est pas inoffensif. Et sur un plan symbolique, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Ça veut dire la soumission, ça veut dire le rappel constant de la peur, une peur qui est somme toute exagérée. Hein. Oui, il y a des personnes qui décèdent du Covid, tout comme il y a des personnes qui décèdent de la grippe. Hein. C'est un peu plus grave que la grippe, ça on est bien d'accord, mais la moyenne quand même, si je me réfère aux chiffres, la moyenne de décès est située aux alentours de 84 ans, et la moyenne de survie est de 82 ans. Elle n'est pas infléchie nécessairement par cette crise Covid. Hein. Quand on compare l'évolution au fil des années, c'est pas la pire crise qu'il y a eu. Alors, en déduire que c'est une épidémie, même une pandémie, et diminuer de ce fait le seuil pour définir que c'est une épidémie à 75 cas, je trouve que il y a quelque chose de l'abus qui est bien perçu par les jeunes. Alors, j'allais venir, ils perçoivent ça, la plupart savent que ce que les médias racontent sans cesse est quelque chose qui est quand même un peu de l'ordre presque du mensonge, en tout cas du matraquage médiatique qui repose sur des éléments dont on peut se poser des questions. Oui. Est-ce que cette lucidité peut les aider? Oui et non. C'est-à-dire que j'aime bien ton intervention, Chloé, parce que il y a effectivement des jeunes qui partent au front comme ça, hein, qui savent très bien qu'il y a quelque chose d'injuste fondamentalement et qui ont envie de se battre pour ça. Et c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Mais malheureusement, dans les écoles, on se rend compte, et c'est pas nouveau, que c'est souvent le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Ceux qui auront finalement le dernier mot, c'est quand même les profs. Toujours. Et ceux qui vont payer les pots cassés, c'est quand même les jeunes qui auront osé, mais continuer à le faire. C'est un conseil que je donne quand même, c'est ne pas se soumettre. Mais le tout est de le faire de façon intelligente, sans se mettre en danger soi-même. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Parce que c'est là le risque en partant trop vite au front. On a envie, hein, quand on est jeune, on est très impulsif et on a envie de bondir. Et c'est un signe de bonne santé. Mais voilà, les conséquences après, elles se font payer en retenue, en tension entre le système enseignant et le système des jeunes, et puis parfois en décrochage scolaire. Ouais, on le renvoie clairement. Parce qu'on n'a plus envie d'obéir à un système qui vous contraint de façon injuste. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres choses que ce système pour vous faire progresser vers un diplôme et vous faire avancer vers une qualification. Donc, cette tension, elle est interne aussi, hein, à l'intérieur du jeune. Est-ce que je dois faire comme si et faire semblant que, ou bien est-ce que je dois vraiment manifester que je suis pas d'accord, hein? Alors, il faut parfois trouver les bons mots aussi, ou les bons appuis, faire parler les parents parfois, plutôt que d'y aller soi-même.
parce que là, il y a une écoute potentielle. Et c'est peut-être le rôle de la presse, justement, de soutenir la parole des jeunes. Ils n'en parlent pas beaucoup. Oui, mais... Ajoutons aussi le fait que le groupe des pairs est fort absent, donc quand on veut se rebeller, en général, on s'appuie sur ses compagnons d'âge. Voilà. Tu ressens ça très fort, le fait que vous pouvez plus vous regrouper. Ouais, bien sûr. C'est compliqué. Enfin, même maintenant, par exemple, quand je vais voir des amis dehors, par exemple, aller, je sais pas, aller manger un petit bout, ou sinon aller faire quelques vêtements, aller acheter quelques vêtements, ben, parfois, ben, si on est des groupes de 6, à chaque fois qu'on voit la police, on fait genre on se connaît pas, on doit se séparer. Et même si en soi on fait rien de mal, ben, c'est comme si maintenant on légitimisait le fait que c'était vraiment anormal, le fait de voir des amis, le fait de vouloir continuer à avoir une vie sociale. Et c'est un problème. Enfin, bien sûr que nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des êtres humains, nous sommes là aussi pour communiquer. Et le fait que maintenant, on est tout le temps là dans un climat de psychose, où on est tout le temps là en train de vérifier si oui, tu dois bien respecter ta bulle sociale, oui, tu ne peux pas rester avec plus de 4 personnes dehors, ben, ça nous montre déjà que ben, y a vraiment une grosse pression par rapport à la vie sociale des gens et par rapport... voilà, ça crée vraiment beaucoup de problèmes de communication et de la frustration aussi, de la part des jeunes. Mais il y a les écrans. Les adultes pensent souvent que pour les jeunes, l'addiction est réelle aux écrans, mais que pour eux c'est le plus important. Mais j'ai reçu quelques courriers justement où certains disent le virtuel, on en a marre, on est tout le temps devant notre écran. Là c'est vraiment énorme ce qui se passe depuis le mois de mars. École à la maison. J'ai un neveu ici qui a une semaine sur deux école sur son smartphone. Comment tu vis ça et comment les autres vivent cet écran perpétuel entre ta vie au fait et le social, la société, l'école? Moi, je le vis... Après, je pense que ça dépend des gens aussi. Il y a des gens qui le vivent mieux, il y a des gens qui ont réussi à s'adapter à ça. Moi, personnellement, je le vis assez mal parce que j'ai un peu des problèmes de concentration. À mon avis, j'ai du mal à me concentrer plus de 8 heures par jour sur un ordinateur. C'est compliqué de devoir se réveiller à 8 heures et commencer directement. Ben, tu enchaînes presque 3 périodes. Du coup, ça revient à 2h15 de cours. Et ensuite, une petite pause de 15 minutes. Et après, tu reprends avec 2h15, 3 périodes, 2h15 de cours de nouveau. Et dans ta chambre? Ensuite, oui. Et après, on a encore des cours de l'après-midi. Et enfin, en fait, je pense que les cours en ligne, c'est quelque chose qui peut fonctionner sur une petite durée. Personnellement, moi, l'année passée, j'ai réussi à le faire pendant un certain temps. Et après, il y a eu les vacances de Pâques. Et là, mon rythme s'est complètement cassé. Et j'ai vraiment réalisé que j'avais vraiment plus de motivation. Et là, c'est vraiment à partir de ce moment-là que mon rythme a commencé à se dérégler. Il y avait plus du tout de notion du temps. On a un rythme de sommeil complètement brisé. Moi, l'année passée, j'allais dormir tous les jours à 3 heures du matin pendant le confinement. Tous les jours, c'était une habitude. Je pouvais pas dormir avant, j'arrivais pas. Et j'ai aussi remarqué, par exemple, maintenant que j'ai des problèmes d'insomnie, j'arrive plus à dormir comme avant. Avant, j'avais aucun problème. Et maintenant, je remarque qu'avant 1 heure du matin, voire 2 heures, j'arrive pas à dormir. Même si j'essaye de dormir, je n'y arrive pas. Et je pense que c'est des choses qui sont arrivées au fur et à mesure à cause des problèmes d'écran, le fait qu'on soit toute la journée devant un écran qui nous excite, entre guillemets, qui nous rend pas énergique, mais qui va capter notre attention, mais comme on ne fait rien, comme on reste tout le temps sur place, à un moment donné, notre énergie, on a besoin de la dépenser, mais du coup, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dormir. Je pense qu'il y a aussi ça. On peut pas faire du sport non plus. Oui, c'est compliqué. On peut même plus aller faire du sport, par exemple, dans des salles ou quoi, faire avec des activités pas du coup extrascolaires, ou sinon dans des clubs ou quoi, de gym, de karaté, je sais pas moi, de danse quoi. Mais c'est ça le truc, c'est que maintenant les gens, ils ont même plus trop envie de se mettre en forme, mais aussi il y a plus de gens qui arrivent à garder un rythme de vie sain quoi. Franchement, je pense qu'il y en a très très peu. C'est compliqué à gérer, surtout pour des adolescents et pour des enfants quoi. Frédéric Beauregard, est-ce que vous pensez que ces symptômes, c'est quand même fort ce qu'elle dit là, est-ce que vous pensez que ça va se répercuter
longtemps, que ça va avoir des répercussions globales et certaines longtemps sur notre société. Oui, C'est oui. quand même 1 an presque là et Ah oui. on n'en est pas encore sorti. Et dans l'après-confinement, l'après-crise, il y a encore des symptômes auxquels on peut s'attendre, qui vont se révéler peu à peu, voire persister encore très longtemps. Il y a des études qui ont été faites notamment au Canada sur les anciennes crises qui ont eu lieu, H1N1, mais aussi lors de catastrophes, tsunamis et autres. On se rend compte que parfois 2 ans ou 3 ans plus tard, on a encore des troubles de santé mentale qui soit persistent, soit seulement apparaissent. Notamment le post-traumatic stress disorder, donc le stress post-traumatique. Parce que ce qu'on vit ici, qui est tout à fait anormal, qui est d'être baigné par la peur, une peur entretenue par certains médias et par le gouvernement de façon tout à fait déraisonnable, ce changement radical de mode de vie, cette coupure par rapport à des ressources comme les loisirs, les copains, cette anomalie, je vais dire, de gestion, elle est vécue par beaucoup comme un traumatisme. Et donc, le fait qu'après, le moindre signe qui rappelle ou qui pourrait alerter, même 2 ans plus tard, fasse mettre les gens dans un état de stress, c'est pas du tout étonnant, quoi. Alors parlons un peu du grand tabou, le suicide, parce que on sait très bien qu'à cet âge-là, les jeunes passent beaucoup plus facilement à l'acte, qu'ils arrivent à se stabiliser dans une période de vie compliquée, justement grâce à différents réseaux, les scouts, le club de sport, et aussi justement à sortir du cocon familial où ils sont en conflit avec les parents. Est-ce que vous constatez beaucoup plus d'idéations suicidaires et de passage à l'acte? Tout à fait, d'idéation. J'ai la chance dans mes patients de ne pas avoir de patients qui sont passés à l'acte, mais beaucoup me racontent que dans leur école, ils connaissent quelqu'un qui s'est suicidé dernièrement. Et donc oui, on commence à voir ça, à en parler beaucoup moins. Ça reste tabou, comme vous disiez. Mais ici, j'ai le témoignage d'une jeune fille de 14 ans qui me disait textuellement « J'en ai marre, j'ai juste envie d'en finir, je ne comprends plus rien à l'école, mes résultats sont mauvais, je me fais engueuler partout, par tout le monde, je ne vois plus mes amis, je ne peux plus faire de sport, et ma mère est d'une humeur de chien parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent. » Donc voilà le contexte réel dans lequel beaucoup vivent. Alors oui, on peut... alors, ce qui pourrait paraître banal pour un adulte, de se faire gronder parce qu'on a rapporté des moins bons points, alors qu'on sait que déjà les cours en distanciel sont bien moins bien donnés en tout cas que les cours présentiels, que beaucoup d'enfants ne suivent plus, parce que bon, le cours en distanciel, il faut avoir une sacrée autodiscipline pour y arriver. Il faut se lever, il faut se mettre devant l'ordinateur. Garder son attention sur un ordinateur, c'est encore plus difficile. Quand on a des questions, on ne peut pas les poser nécessairement. Le prof est pas là pour relancer si on a un trouble de l'attention, par exemple. Donc, il y en a beaucoup qui sont noyés. Et puis savoir se projeter dans l'avenir aussi. Ah oui. Alors qu'on n'y est plus du tout, là. L'avenir, on ne sait pas quand ce truc va finir ou pas. On parle des variants, comme si... voilà, j'entendais Christophe de Brouwer qui disait que le variant britannique était probablement chez nous depuis octobre. Donc, dans la réalité, ça n'infléchit pas vraiment les courbes. Mais bon, on en parle comme si c'était le prochain tsunami qui allait arriver. Et on grossit les chiffres, on grossit la mortalité. Donc voilà, on a l'impression que le but est de faire peur et c'est un but atteint. Donc se projeter dans un avenir où la peur va perdurer éternellement, c'est voilà. Je comprends à ce moment-là que si on pense comme ça, on est démotivé pour le moins. Donc
Et bon, c'est la privation aussi. Parfois, les jeunes se ressourçaient quand ils partaient en vacances. Ici, même chose. Aller skier quelque part, ça devient compliqué. Qu'est-ce que vous dites à cette jeune fille qui vous écrit ça? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ben, C'est difficile. Je lui donne des outils, hein, des outils notamment de gestion pour être un peu plus, comment dire, pour arriver à se discipliner mieux. Je demande aussi aux parents d'être plus compréhensifs. De venir aussi, de leur parler. De les soutenir comme peut-être le professeur pourrait le faire. Parfois, quand c'est compliqué entre les parents et l'élève, parce que les parents ne sont pas formés nécessairement à être des pédagogues, hein, et ils ont aussi leurs soucis à traiter, etc. Donc, ils ne sont pas toujours disponibles derrière l'enfant. Et parfois, c'est une source de tension terrible. La situation accentue énormément les conflits. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, ben, je leur demande de faire appel à des services d'aide à domicile, à des soutiens scolaires et des choses comme ça. Et puis, je dis aussi aux enfants de peut-être placer la barre un petit peu moins haut en se disant que ben, finalement, c'est un peu normal d'avoir du mal dans des situations comme celle-là, que c'est un peu le cas de tout le monde. Et que si ça ne marche pas, il y a peut-être un constat à faire aussi du côté des adultes et à se remettre en question et pas à sacrifier comme ça toute une... Et que ça, ben, c'est un peu le rôle à la fois des parents, notre rôle à nous, d'aller un petit peu secouer tout le système en disant, écoutez, arrêtez de taper sur les jeunes hein, et essayez d'être un peu compréhensif, quoi. Pourtant, tous les psys ne disent pas ça. On va en parler après. Je voulais venir sur le fait que cette injonction à protéger les vieux, on en parlait avant, Chloé, elle semble curieuse. Étant donné que ceux qui lèguent ce monde aux enfants l'ont quand même bien pourri avant. On va faire du politiquement correct. On en parlait avant et tu étais plus ou moins d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vous demande de protéger les vieux qui sont, en fin de compte, quand même assez égoïstes? On va pas généraliser, mais il y a quand même une forme d'égoïsme chez eux. Aussi. On sacrifie les jeunes sur l'autel de la vieillesse et de... Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vis ça? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que même si, bien sûr, ils ont été... Enfin, même s'il y a eu les générations d'avant ont été très égoïstes par rapport à notre futur à nous, par rapport au fait comment nous, on va vivre les choses. Mais après, ça, c'est une question. Mais même s'il y a eu ça, je pense qu'après, on a aussi notre part de responsabilité à prendre. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est quand même pas très cohérent parce qu'on se dit, ben, attends, moi je dois sacrifier ma vie, je dois sacrifier ma jeunesse pour des gens qui ont sacrifié mon propre futur en même temps. Donc, enfin, c'est vrai, moi j'avais déjà pensé et je me suis dit que c'était un peu le comble, mais après, je me dis, c'est quand même des personnes humaines, c'est des personnes qui vivent comme vous et moi et c'est pour ça que, bien sûr, qu'on a des responsabilités à prendre. Et je le comprends complètement. Est-ce que tu as l'impression de penser la vie, le monde différemment depuis ce qui se passe depuis mars? Je pense au sens de la vie, à la question du temps qui passe, à la mort. Est-ce que ça te travaille ou Oui, bien sûr. Ben, j'ai eu le temps d'y penser, en tout cas. C'est sûr. Ben, la notion du temps, elle a un peu disparu. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. La notion du temps, elle est vraiment très floue parce que on n'a plus vraiment de rythme. Notre rythme a été complètement cassé. Enfin, le mien, en tout cas, a été complètement cassé entre les cours en ligne, le présentiel, et après, ensuite, le fait qu'on est tout le temps sur les écrans. Et après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, de base, il y a un gros problème d'addiction des écrans chez... Je vais pas donner un chiffre, mais vraiment, mais la plupart, une grande majorité des adolescents et des enfants aussi. Et c'est quelque chose qui a été vraiment normalisé. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce que déjà, c'est quelque chose que ma maman me disait beaucoup, mais quand j'y pense, je me dis que c'est vrai. Ça ramollit le cerveau, entre guillemets, parce que moi, je ressens moi-même les effets que après avoir passé plusieurs mois en ligne, que déjà j'avais perdu beaucoup de vocabulaire. Bon, je pense que ça c'est aussi une question parce que j'ai perdu la spontanéité de parler pendant ces 3 mois. Mais je trouve plus mes mots. J'ai l'impression que je peine à parler, je peine à communiquer, j'arrive plus à communiquer comme avant. Et
Et oui, et le problème, c'est que même si maintenant on veut s'en sortir et qu'on veut se dire non, j'ai envie de me détacher de ça, j'ai envie de prendre du recul et me dire j'ai une vie et je dois me concentrer sur moi, je veux faire mon intégrité avec moi-même, mais j'ai pas envie d'être encore sous l'influence sous l'influence des écrans. Ben non, on ne peut pas parce que on doit de toute manière passer encore du temps par rapport à l'éducation. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en détacher oui, c'est très dangereux en tout cas pour la santé mentale des enfants, les adolescents. Tu es d'une grande maturité, Chloé, pour 15 ans. Alors dans le journal Kairos, on a énormément parlé des problèmes d'addiction aux écrans. On pense que c'est un problème de santé publique et que c'est dramatique. On pense même que c'est beaucoup plus grave que la crise du Covid. Que ça tue l'énergie, l'esprit d'énormément de jeunes et que la crise a accentué une vitesse VV', mais il y a même des gens qui sont dans des boîtes privées qui disent on a fait en quelques mois ce qu'on aurait mis des années à faire. C'est curieux hein, quand on voit la peur qu'ils instillent dans les médias, en sachant que les médias sont liés à des grands groupes, sont liés à des grandes familles, et comment ce déploiement d'écran a lieu à une vitesse VV'. Vous le saviez déjà avant, mais vous remarquez ça, ils vous en parlent, les jeunes Tout à fait, tout à fait. Et déjà, il y a quelque chose, on voit qu'il y a une partie des jeunes qui commencent à en avoir marre des écrans, parce que du coup, ce n'est plus seulement un côté ludique, hein, mais d'autres, par contre, qui se délectent de cette période-ci ou trompent un peu l'ennui aussi, hein, c'est un peu ça, ou qui sont tellement largués au niveau de leur scolarité que voilà, ils préfèrent faire autre chose, ou alors les parents travaillent et donc on est un petit peu livré à soi-même et du coup les écrans sont là, c'est très tentant. J'ai un témoignage ici de parents d'un garçon de 12 ans qui me disent il ne fait plus rien de ses journées, il est dans sa chambre à jouer en ligne avec ses camarades jusqu'à 3 heures du matin, et le matin, il ne sait pas se lever. Avant, il y avait le foot, mais maintenant, il ne peut plus y aller. Donc, ça dit bien... c'est pas qu'un seul témoignage que j'ai de cet ordre-là. Hein. Et il y en a qui sont un peu plus dramatiques, dans le sens où sur Internet, on trouve de tout. Hein, et la pornographie aussi. Et donc... beaucoup de jeunes sont tentés et il y a aussi une réalité... Sans contrôle parental. Sans contrôle parental, puisque les parents doivent travailler également. Par ailleurs, c'est aussi un accès pour certains jeunes à la prostitution. Hein. Pour certains jeunes, il y a des paris qui se font sur Internet, qui circulent. Certains jeunes vivent aussi du cyberharcèlement. Donc, toutes ces choses-là font que l'Internet l'impact de l'Internet sur la crise et sur les troubles mentaux qui vont apparaître chez les jeunes est assez sous-estimé, je pense. Et là aussi, on va peut-être mettre un peu de temps avant de voir les conséquences. Si c'est comme l'amiante, on peut encore attendre. Oui. Parce que ça se voit même... Et de mettre en lien la crise et les conséquences qui vont apparaître, ça sera encore autre chose. Mais oui, c'est un réel problème. Et ce que tu disais tout à l'heure, que ton sommeil était perturbé, ça va un peu de soi, parce que le temps passé devant les écrans, il y a une étude qui le montre, et c'était Boris Cyrulnik, je pense, qui avait aussi mentionné. De ce temps-là dépend des capacités de s'endormir, en fait. Hein. Plus de 2 heures devant les écrans, et les capacités, même si c'est en journée, hein, si c'est pas juste avant de s'endormir, provoquent 15 à 20 minutes de plus pour s'endormir. Alors là, si on pense à 5 heures, 6 heures, c'est clair que le sommeil... les chiffres, je devrais revoir l'étude, hein, mais je pense que c'était même plus que ça. L'impact sur le sommeil est assez dramatique. Considérable. Ouais. Bien sûr. C'est quand même intéressant quand on voit que la plupart des politiciens, avant la crise du Covid, avaient à leur agenda le numérique. C'était quelque chose de très important, que ce soit chez Will Metz
ou chez De Croo. Alors moi, ce que je trouve fondamentalement criminel, c'est d'interdire le sport aux jeunes. Ah oui. Ouais. Parce qu'on sait d'abord que c'est bon pour l'immunité, Exactement. c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour... La santé physique tout court. Ouais. Parle-nous un peu du sport et de... dire, ça te manque? Mais moi, j'avais déjà arrêté le sport un peu avant le Covid. Du coup, peut-être que je suis pas la personne la plus appropriée pour en parler. Mais c'est vrai que, à mon avis, ça a dû influencer aussi sur la santé mentale des jeunes parce que, en fait, je pense que le sport, ça permet de se défouler, de se débarrasser de l'énergie qu'on a en trop. Et à mon avis, ça peut vraiment provoquer une frustration, le fait de ne plus pouvoir faire de sport, de rester chez soi. Mais ça a vraiment beaucoup impacté sur, oui, justement, sur la frustration et même sur le corps. C'est pas bon pour la santé. C'est pas sain de rester à la maison sans rien faire, d'être tout le temps dans son lit, ne pas bouger. On est des êtres vivants on a un corps, il est fait pour bouger. On n'est pas là pour rester immobile à longueur de temps, quoi. Sinon, après, on va devenir des mollusques, quoi. Surtout que même en dehors du sport, vous bougez beaucoup moins. Tu te lèves du lit, tu vas au bureau, alors qu'avant il fallait au moins marcher pour aller à l'école. Ouais, bah oui, maintenant c'est du lit à l'ordi, ou sinon les deux en même temps. Tu te perds entre ton lit et ton ordinateur, tu fais vraiment rien. Enfin, moi j'ai vraiment réalisé que j'ai perdu des muscles, que j'ai perdu beaucoup de muscles. Et je sais pas, je sens vraiment que mon métabolisme il est plus faible par rapport à avant. Et à mon avis, c'est vraiment par rapport au fait que je bouge beaucoup moins qu'avant. Je suis souvent à la maison, enfin je suis tout le temps à la maison plutôt. Et du coup, le fait que je bouge presque pas, ça influence sur voilà, mon mental et mon physique. Ce qui est fou aussi, c'est qu'on dirait qu'on a beau dire, bon évidemment dans les médias de masse ça ne sort pas, mais certains ont beau dire que écoutez-nous, il y a un autre discours qui se tient. Mm-hmm. Là, depuis un an, le débat est totalement cloisonné, on peut rien dire. Et on dirait qu'ils sont dans un tunnel, ils vont à du 120 et ils s'arrêtent pas, quoi qu'on dise. Ouais. Et là-dedans, il y a aussi le fait qu'il y a cette impression médiatique que tout va bien, parce que Alexander De Croo le dit souvent, la population adhère majoritairement aux mesures. Est-ce que c'est pas difficile de pouvoir exprimer sa souffrance quand justement on a quelqu'un qui lui dit mais la plupart des gens acceptent et qu'on est là tout seul et qu'on se dit mais non, moi j'accepte pas, est-ce que c'est pas encore paf un coup C'est vraiment une négation, si pas un déni du problème. Ça arrange bien de ne pas voir, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre évidemment, hein. Mais je crois que oui, il y a de facto le sentiment que la population est bien gentille et adhère. Et je trouve que là encore, culpabiliser les gens en disant, vous savez, s'il y a à nouveau une deuxième, une troisième vague, c'est parce que vous n'auriez pas fait ce qu'il fallait. Je crois que ça, c'est vraiment le comble, hein, surtout pour des gens qui ont réduit les lits d'hôpitaux depuis plusieurs années. Mais ce qui transparaît, c'est que bon, derrière le masque, il y a un esprit qui pense, et il met le masque un peu à contre-cœur, il met le masque un peu sans savoir. Et bon, le masque est aussi tout un symbole de muselière, hein, un musellement de la parole des gens. Donc on fait taire la population, on leur fait peur. La peur aussi est un pouvoir sidérant. Donc beaucoup de gens se sont dit on fait tout ce qu'on nous demande parce que comme ça on va sortir très vite de la crise. Ils espèrent ça. Donc il y a vraiment... les gens sont divisés aussi. Le problème, tout le monde ne pense pas la même chose. Et comme on est confiné, on se parle très peu. Les manifestations sont interdites ou en tout cas très limitées. Et donc les gens ne savent pas qui pense comme eux. c'est très... Alors on parlait du rôle de soutien chez les jeunes, hein. C'est vrai que par exemple le fait d'avoir des idées suicidaires, on n'en parle pas forcément aux parents. La plupart des jeunes trouvent une ressource essentielle avec leurs copains, et c'est là quelque chose qu'on leur supprime. C'est déjà une ressource qui est supprimée. Donc les idées suicidaires risquent de flamber davantage parce qu'il n'y a pas de victoire.
Et les passages à l'acte aussi. Le sport, c'est pareil, c'est un excellent antidépresseur, le sport. Hein. C'est aussi l'occasion de se retrouver entre amis, c'est l'occasion de rire. La joie est terriblement impactée. Tout ce qui est spectacle, représentation, etc. On ne peut plus y aller. Les moments de détente, il n'y a plus non plus. Donc, qu'il y a un effet dépressiogène majeur de la crise sur toute la population, pas seulement les jeunes, mais en particulier les jeunes, puisque les jeunes sont très dépendants des adultes pour pouvoir sortir, pour pouvoir s'exprimer, etc. Et puis qu'il y a l'effet aussi sur la rencontre avec les pairs. On est quand même, la rencontre, c'est le risque, Oui. c'est la peur, c'est les rugissements, c'est l'inattendu. Ah oui. Les premières rencontres amoureuses, ça va avoir un impact. Un an, c'est énorme, Voilà. à cet âge-là. Exactement. Et outre le fait que j'ai des jeunes qui malheureusement commençaient une relation amoureuse et qui ont dû être séparés par le confinement, c'est très, très pénible. J'ai ici un témoignage aussi d'un jeune qui a un autisme Asperger. Hein, donc il parle, etc. Mais bon, pour lui, rencontrer les autres, c'est pas facile. Mm-hmm. Hein. Et là, il avait eu l'occasion de rencontrer des amis. Il a 17 ans. Hein. Et son grand-père maternel est quelqu'un qui est un ancien militaire de carrière, qui a refait sa vie. Et il l'a menacé. Il lui a dit s'il arrive quelque chose, parce que ce jeune a eu l'occasion donc de rencontrer un ami, ce qui aurait dû être applaudi en temps normal. Il a eu le message de son grand-père que s'il arrivait quelque chose à sa compagne, il le tuerait. Hein. Ouais. Donc ça allait jusque-là. Donc il y a une violence latente qui est énorme. Donc, si eux-mêmes, les jeunes, ne s'interdisent pas de faire les rencontres, ils ont tout autour d'eux des gens qui le font d'une façon extrêmement violente. Alors, soulignons quand même que tous les psychologues ne sont pas pédopsies, ne sont pas comme vous, puisqu'il y a quand même un groupe d'experts qui s'appelle Psychologie et Covid, où j'ai retrouvé certains de mes profs, puisque j'ai fait des études de psychologie sociale, qui ont élaboré un modèle conceptuel, et je vais quand même vous lire quelques extraits, où ils disent « Le suivi des mesures nécessite un effort particulier de la population. Les mesures constituent une rupture dans notre mode de vie actuel et nous devons les observer pendant longtemps. Bien que le suivi des mesures ait d'abord semblé être un problème temporaire, il devient maintenant clair que nous entrons dans une phase de changement de comportement permanent. Le nouveau comportement va devenir un comportement habituel. Le changement de comportement doit donc conduire à un comportement habituel. Le comportement d'habituation découle principalement de la planification et des répétitions fréquentes. Il est donc envoyé dans le cerveau différemment du comportement dirigé consciemment. Il n'est plus rendu conscient pour atteindre un objectif et il est en grande partie automatique ou sans réflexion. Différents piliers sont importants pour faciliter cette formation d'habitude. » C'est énorme. J'ai certains profs qui ont participé à ce modèle conceptuel et qui conseillent le gouvernement. On est vraiment dans un modèle de transformation. Je ne sais pas combien ils sont payés pour dire des choses comme ça, mais en tout cas, il y a là un éloignement à la fois de la réalité, de la dangerosité, entre guillemets, de ce fameux virus, qui n'imposerait pas, si on devait être réaliste, des mesures aussi exceptionnelles et drastiques, et surtout pas sur du long terme. Je pense même que, sans être juriste, d'un point de vue constitution, ça pose un problème, que les mesures exceptionnelles qui auraient dû être posées devaient être limitées à la fois dans le temps et dans leur étendue. Or ici, par exemple, ne prenons que le masque, c'est partout, tout le temps, pour tout le monde. C'est un peu, voilà, ça va à contre-courant. Et j'espère bien que certains avocats, je pense que c'est le cas, vont saisir les choses et essayer de faire changer la vie. Mais donc, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je pense ne pas être le seul. Hein. J'ai vu des lettres circuler de la part de pédopsychiatres notamment, qui invitent à vraiment assouplir, et notamment en priorité pour les jeunes, les mesures gouvernementales. Je pense que ça, c'est assouplir, c'est encore un mot bien gentil. Je pense que vraiment, vivement, moi, je me mets de façon personnelle dans ce souhait, mais j'aimerais qu'il y ait une désobéissance civile
vraiment massive, mais raisonnée et pacifique. Hein. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut un peu orienter, mais je pense qu'il est temps de se rendre compte que il ne faut plus faire vraiment confiance à 100% aux dirigeants. Et ça aussi, ça inquiète. Hein. Donc, il y a certains jeunes, je parlais d'un Asperger, je connais un autre jeune qui a ce trouble, et à qui, simplement parce qu'il était inquiet pour ses parents, et je lui ai dit, mais tu sais, l'ivermectine, ça permet quand même de les soigner rapidement, et s'ils ont quelque chose, alors si tu veux, je te donne une information, j'avais un petit folder sur l'ivermectine, et si tu veux que tes parents soient au courant, je peux te le donner. Il a pâli, hein, parce que il ne voulait absolument pas faire de vagues et faire autre chose que ce que le gouvernement disait, parce que si jamais ce traitement n'était pas fiable, comme on le dit dans les médias et comme le dit le gouvernement, alors il se sentirait responsable d'avoir induit en erreur ses parents. Donc il y a aussi cet aspect-là des jeunes qui essayent de se raccrocher à une confiance dans les dirigeants. On voit aussi, il y a des études au Canada qui montrent ça, que le taux de suicide augmente dans les populations quand on perd la confiance dans ceux qui vous dirigent, dans les personnages clés qui normalement étaient des meneurs, etc. Il y a aussi Durkheim qui parlait du suicide anomique, hein, c'est-à-dire un suicide qui intervient quand les lois n'ont plus vraiment de sens, quand la vie perd son sens aussi. On risque d'être là-dedans. Et on est qu'au début peut-être. Oui. Alors tu acquiesces, Chloé, quand Frédéric parle de désobéissance? Ouais. En fait, à vrai dire, j'ose espérer parce que je le ressens autour de moi que les gens sont de moins en moins tolérants, et je ressens peut-être que c'est aussi parce que j'ai mon certain groupe d'amis qui est plus d'accord avec moi, mais je ressens vraiment qu'à un moment donné, il va avoir à un moment donné, on va dire non, on va dire stop, ça va durer jusqu'à quand, et il va avoir un refus, et j'espère vraiment, j'ose espérer qu'un jour il va avoir une désobéissance civile, et que les gens ils vont dire nous ne voulons plus de ce système, de ce protocole sanitaire là, nous voulons une autre alternative où nous pouvons continuer à vivre au moins un peu plus normalement, parce que notre vie sociale elle a disparu, enfin elle a pas disparu, mais elle est vraiment fort impactée, et vraiment j'ose espérer, et je ressens vraiment autour de moi que la tolérance est en train de baisser, et qu'à un moment donné, à mon avis, ça pourra jamais continuer indéfiniment, parce que vraiment, à un moment donné, c'est obligé, en connaissant ma génération, qu'à un moment donné, les adolescents, en tout cas, ils vont vraiment s'engager, ils vont se dire stop, et en mode, il faut pas aller trop loin. Je le crois, parce que déjà, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'adolescents qui sont engagés par rapport à d'autres soucis, que ce soit par rapport à l'homophobie, le racisme, l'islamophobie, ou d'autres choses encore, enfin oui, le réchauffement climatique surtout. Je pense que leur engagement va prouver, j'espère, va pouvoir pouvoir être trouvé par rapport à la situation actuelle face au gèrement du Covid, au gèrement de la crise sanitaire. Et je pense, enfin en tout cas, je veux espérer, je veux vraiment y croire qu'à un moment donné, il va y avoir une désobéissance civile, et que les gens ils vont dire non. Ils vont dire on n'en peut plus, on veut une autre alternative, on veut une autre solution, on veut pouvoir préserver les gens tout en pouvant préserver notre propre vie, quoi. Notre propre vie, oui. Voilà. C'est fort comme message. Hein. Oui. Mais bon, beaucoup de personnes sont en train de plancher sur cette question de la désobéissance civile. Je pense que c'est un élan de santé, hein, que voilà, quand on est face à des choses qui sont fondamentalement injustes, et là on a quand même des éléments pour attester de ça, la désobéissance est justifiée du coup. Hein. Maintenant, moi j'espère qu'elle ne se fera pas en dépit du bon sens, et surtout pas de façon violente, hein, parce que là, ça n'est plus de la désobéissance civile, ça devient de la désobéissance criminelle. Et là, les États,
quel que soit, ça peut être en Belgique ou ailleurs, vont se saisir de ce fait-là pour renforcer encore les mesures sécuritaires. Et donc là, le but à atteindre sera complètement raté. Hein. Mais il faut aussi s'assurer dans ces cas-là qu'il y ait des avocats qui suivent, parce que, évidemment, les gens ont peur des amendes et ont peur de la répression policière. On a vu que parfois elle pouvait être violente. Hein. Ils ont des raisons d'avoir peur. Donc, voilà, il faut vraiment le faire avec un maximum de bon sens et de sécurité. Mais je suis d'accord avec toi, Chloé. Je pense que il est grand temps que tous, hein, mais peut-être c'est aux adultes qui, justement, ont un petit peu laissé aller les choses. Pas mettre les adolescents et les enfants en première ligne dans ce combat-là. Mais je suis d'accord avec toi, il va falloir qu'on ne soit plus d'accord et qu'on le dise. Chloé, je te laisserai le mot de la fin. Est-ce que tu as un message à faire passer à tes pairs, ceux de ton âge? J'espère que, mais justement, comme je disais avant, j'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir se retrouver, pouvoir s'unir ensemble dans la solidarité, dans une solidarité pour pouvoir trouver un moyen de trouver un équilibre entre, oui, nous pouvons essayer d'aider les gens, nous voulons aider les gens, nous voulons les faire vivre, mais nous ne devons pas en subir les dommages collatéraux, nous ne devons pas en payer les pots cassés. Et j'espère vraiment, en tout cas, je vous demande de garder courage et de garder espoir, parce que si on n'a plus d'espoir, c'est compliqué. Et voilà. En tout cas, je suis avec vous. Super. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci à toi.